Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc, ce matin pour cette table ronde autour donc, d'un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours central et crucial pour les entreprises, le sujet donc, du make or buy. Pour répondre donc, à cette thématique, j'accueille aujourd'hui donc, deux invités, Caïs et Emna, qui vont venir donc, nous partager leur expertise et leur vision sur le sujet. Peut-être un petit tour de table pour commencer. Caïs, Emna, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je vais monter un peu le son. Je suis Emna Caron, responsable du développement commercial et des partenariats au sein de la MCCI, mutuelle que j'ai eu le plaisir de rejoindre il y a maintenant 2 ans. Et pour la petite histoire, la MCCI est une mutuelle du livre 2 qui répond donc au Code de la mutualité qui a été créé en 1965 par les chambres de commerce et de l'industrie et qui avait pour mission initiale de répondre aux besoins des salariés des milieux consulaires puisqu'on avait constaté qu'il manque donc une couverture là-dessus. Et notre ADN qui est proche donc de l'entrepreneuriat et cet ancrage historique a fait qu'on reste proche de cette cible tout en s'ouvrant aux particuliers, aux TNS et aux entreprises. Et ça fait donc 60 ans que nous offrons des solutions en santé et en prévoyance pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos 30 000 adhérents. Et la MCCI est aussi membre du groupe Hugo et enregistre un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Et il faut savoir que, comme tout mutualiste, nous sommes engagés. Notre engagement est simple. Aujourd'hui, on veut répondre à tous les niveaux et s'adapter à nos adhérents de façon à leur offrir des solutions et des services qui sont innovants, qui sont aussi adaptables à chacun et à chaque moment de vie. Voilà. Merci, Emna. Oh, je vais avoir du mal à faire la compétition avec cette présentation. Donc moi, je m'appelle Caïs Boachik, je suis fondateur et dirigeant de Keros. Alors Keros est un éditeur de logiciels qui se spécialise dans la digitalisation des parcours de souscription. Alors nous travaillons avec des mutuelles, des courtiers, délégataires pour les aider à apporter des solutions de distribution, que ce soit pour de la distribution directe ou de la distribution à travers le courtage. Et nous avons une approche qui est vraiment une approche entrepreneuriale dans le sens où lorsque nous travaillons avec quelqu'un ou avec un acteur, eh bien, nous allons d'abord commencer par une évaluation du business et de l'impact que nos solutions vont pouvoir lui apporter, puisque nous apportons des solutions de distribution et donc un impact direct sur le chiffre d'affaires finalement. Et donc nous commençons toujours par une approche qui est une approche d'abord business, ensuite stratégique, et puis la technologie qui vient pour délivrer la proposition de valeur. Donc voici. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc effectivement, le make or buy est une décision qui est importante, qui est stratégique au sein des entreprises. Faire ou ne pas faire, telle est toujours la question. On sait qu'il y a donc plusieurs critères stratégiques à prendre en compte. Emna, du coup, quel est votre point de vue sur ces différents critères et comment on peut du coup les prendre en compte pour s'adapter au marché et aux transformations digitales ? Oui, le choix va dépendre, selon moi, de 3 grands critères qui vont être à la fois économiques, stratégiques et aussi opérationnels. Par exemple, dans une solution SaaS, on peut citer comme avantage la partie économique, puisque les coûts initiaux qui vont être liés au développement de la solution sont inexistants ou quasi réduits. Et le système d'abonnement permet de bénéficier d'une solution à la fois évolutive, mais qui libère du temps au sein des équipes en interne pour ne pas gérer la maintenance. On peut aussi lister la conformité comme avantage, puisque l'éditeur de solution est responsable de la conformité légale de son outil, de la maintenance et de la mise à jour, qui sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder ou à faire et à suivre en interne. Et puis ensuite, quand on opte pour une solution SaaS, donc du
du bail, on va avoir accès à de l'expertise et à des compétences qui sont très spécifiques et très recherchées, qui vont permettre de maintenir l'innovation, puisque c'est un domaine quand même qui est en perpétuelle évolution. En revanche, on peut parler d'inconvénients ou de désavantages qui vont être liés à cette solution. Premièrement, il y a une analyse du risque à pouvoir maîtriser, puisque cette solution qui est toute prête, qui va venir s'intégrer dans votre outil, n'est pas sans risque, puisque elle va toucher à des aspects critiques tels que les données et les process. Il faut aussi savoir que cette solution, elle est toute prête, mais il faut l'intégrer dans votre système. Et donc, parfois, on se demande, est-ce qu'il va falloir faire évoluer vos outils en interne? Donc, il peut y avoir des coûts qui vont être générés à cause de cela. Et puis ensuite, si l'entreprise a des besoins spécifiques, ça va aussi nécessiter du développement sur mesure. Et donc, ça va venir alourdir la facture. Un dernier élément qui n'est pas forcément un désavantage, mais plutôt une contrainte, et pour nous qui sommes une structure à taille humaine, on a très bien su s'adapter là-dessus. Il faut disposer d'un référent en interne, puisque même si une solution SaaS ne sollicite pas forcément les ressources internes, il faut toutefois avoir un référent qui va superviser l'intégration de la solution, qui va aussi essayer d'allier cette intégration avec les objectifs métiers et qui va rester en contact pour tout ce qui est mise à jour, à suivre et garder la relation avec le partenaire. Donc si je résume, en somme, je pense que la solution SaaS peut être très agile, très avantageuse, à condition de bien maîtriser le risque et les impacts de cette solution sur ce qui est déjà existant. Merci. Caïs, donc avec votre société donc Kairos, vous digitalisez donc les processus de souscription. Pouvez-vous peut-être nous partager le constat que vous faites d'un point de vue peut-être un peu plus technologique sur le make or buy d'un point de vue marché? Absolument. Alors, sur le make or buy, d'un point de vue complètement technologique, moi je vois sur le marché 3 types d'acteurs. Donc, il y a les acteurs qui sont peu ou pas équipés. Et donc, avec ces acteurs-là, finalement, les intégrations ne sont pas... La partie technologique n'est pas la plus compliquée. Donc, on va pouvoir apporter des solutions et les déployer sans beaucoup de complexité. Et puis, on a des structures de taille intermédiaire donc, qui ont quand même qui sont bien digitalisées, qui ont des solutions qui sont en place. C'est là où il y a un enjeu qui est très intéressant, puisque rien qu'hier, j'étais en train d'échanger avec un dirigeant d'un gros courtier sur la place et qui me partageait un peu ce que serait sa vision idéale dans 3, 4, 5 ans entre ce qu'il devait garder en développement en interne et ce qu'il devait déléguer ou des solutions auxquelles il devait se lier pour garder finalement, rester compétitif mais aussi agile. Et il me partageait que sa vision idéale était de reconcentrer les équipes en interne. Bon, ils ont une équipe d'une centaine de personnes à l'IT, donc de reconcentrer les équipes en interne sur finalement ce qui était cœur métier en termes de technologie, donc les choses dont il ne pouvait pas se passer, et puis venir compléter ces solutions avec des solutions externes et constituer une couche IT en interne qui, elle, s'occupe de maintenir la relation, les intégrations avec tous ces acteurs qui vont venir contribuer au développement technologique de la boîte. Donc je pense que cette structure, cette transformation digitale, que de toute façon tous les assureurs sont en train de vivre à différents niveaux, est nécessaire. Et puis on avance vers un monde où finalement, eh bien, l'assureur ou le courtier fait un métier, les mutuelles font un métier qui est d'assurer les gens. Et puis, les habitudes des gens changent, la consommation change, et donc la technologie doit aussi s'adapter, ça évolue très rapidement. Et donc, je pense que se lier à des solutions externes qui, elles, sont concentrées sur des problématiques particulières et spécifiques peut être un avantage sur le long terme. Alors ça, c'est les structures de taille moyenne qui sont en train de se transformer. Et puis, nous avons la troisième catégorie qui sont des gens qui sont des entreprises, des assureurs assez gros, très digitalisés. Ils ont commencé leur transformation il y a maintenant des dizaines d'années.
Et puis eux, c'est des environnements très complexes. Alors pour travailler avec eux, c'est des environnements très complexes, les temps de négociation sont très longs, les temps d'intégration sont très longs, c'est des projets qui peuvent durer des années, être très lourds, et donc là, la question est beaucoup plus difficile à traiter d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue risque, maîtrise des coûts. C'est très difficile de savoir exactement combien ça va leur coûter, parce qu'on rentre sur un chantier et puis finalement au bout de 6 mois on se rend compte qu'il y a un impact ailleurs et puis on doit redévelopper pendant 1 an, 2 ans, exemple. Et puis il y a plein d'exemples, je pense, qui disent ça. Donc moi je vois voilà, le marché, en tout cas coupé en 3 parties. Ceux qui ne sont pas équipés, assez facile. Les intermédiaires, et là, les acteurs de taille intermédiaire, et là, ils sont en quête de transformation, et on est là pour pousser avec eux. Et puis, la 3e catégorie, avec laquelle il est un peu plus compliqué de travailler, qui sont les gros assureurs. Merci, Keïs. Alors là, effectivement, on a bien compris quels étaient donc les avantages, les inconvénients du make or buy, les critères de choix. Emna, peut-être, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus concrètement dans le détail, donc au sein de la MCCI, comment en fait vous avez mené vos réflexions pour en fait choisir entre le make ou le buy. Voilà, comment cette décision en fait a été prise et quel partenaire avez-vous choisi? Suspense. Alors, cette décision n'est pas anodine, n'est pas à prendre à la légère, puisqu'elle est au cœur de la stratégie. Pour pouvoir répondre à la question, nous avons décidé de mener une analyse approfondie. Et dans cette analyse, c'est simple, on va comparer les avantages et les inconvénients de chaque solution par rapport à nos enjeux et à nos besoins. Pour mener cette analyse, nous avons été accompagnés par Kairos à travers des échanges réguliers et des ateliers qui nous ont permis de rentrer dans le vif du sujet et puis aussi de maîtriser les risques qui sont liés à notre métier d'assureur, de pouvoir les anticiper et puis aussi d'atténuer le ressenti sur ce qu'on a déjà en stock. D'un autre côté aussi, on a parlé de la partie enjeux technologiques. Moi qui n'ai pas du tout un profil tech, je pense que j'ai compris, en tout cas on m'a bien expliqué l'impact des options technologiques dans l'intégration et dans leur façon de se marier avec nos outils déjà existants. Et pour finir, un sujet qui est aussi crucial, qui est au cœur de toutes les discussions, c'est le coût de la solution. Puisque j'ai parlé précédemment des coûts qui peuvent être cachés, surprises ou pas prévus dans le budget. Et à travers ces échanges, nous avons pu maîtriser ce sujet et pouvoir projeter non seulement sur le coût d'acquisition de la solution, mais aussi sur la maintenance et se projeter aussi sur le long terme, à savoir les mises à jour à venir, puisque c'est une solution qui est au cœur de notre développement. Et donc, ce process collaboratif nous a permis de revenir sur tous les inconvénients, de se dire « ok, on les maîtrise », et puis d'un autre côté, on se sent donc en sécurité pour pouvoir prendre une décision qui a été finalement le bail, et le partenaire qu'on a choisi, sans surprise, Kairos. Et cette décision, on a le sentiment que c'est une décision maîtrisée, qu'on a bien fait de partir là-dessus, puisqu'elle est tout à fait adaptée à nos besoins, mais aussi à nos stratégies futures. Merci, Emna. Kaïs, donc du coup, de votre point de vue, donc, comment est-ce que vous accompagnez les acteurs de l'assurance pour se positionner justement sur une stratégie de make or buy? Alors, effectivement, nous, le début commence toujours par... nous, en réalité, on fait en fait du conseil outillé. Parce que travailler avec une assurance, travailler avec une mutuelle, c'est d'abord un accompagnement à la réflexion avant que ce soit des outils. Les outils ne sont que ce qui permet de finalement délivrer une stratégie ou de rendre opérationnelle une stratégie. Mais l'accompagnement commence bien avant, au moment où on est en train de définir quels sont les enjeux stratégiques, où est-ce qu'on veut aller. Alors, effectivement, nous, on a une approche, comme je le précisais au début, une approche très entrepreneuriale, où on va travailler vraiment sur d'abord, on va travailler pour maîtriser les risques, maîtriser les impacts, quels vont être les coûts, et essayer d'être au plus proche
de ce à quoi va ressembler l'atterrissage. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est technologique. Donc on va bien maîtriser la technologie, quels vont être les impacts sur les différents outils, avec quoi on va s'intégrer. Est-ce qu'on arrive à voir, on a de la visibilité sur tout. Donc ça, il y a de l'accompagnement technique, technologique pour dresser un peu une matrice qui donne de la visibilité sur quels sont les risques, les zones vertes où il n'y a pas de problème et les zones rouges. Donc ça, c'est des choses. Et puis ensuite, il y a quand même la deuxième partie qui est une partie fonctionnelle. Donc la partie fonctionnelle, il faut bien sûr répondre à la problématique initiale pour laquelle on vient nous voir, parce qu'il y a toujours une stratégie et bien sûr il y a une problématique qui empêche de délivrer la stratégie. C'est pour ça que les outils vont être utiles. Puis bien évidemment, il y a tout l'aspect réglementaire et conformité qui est très présent dans l'assurance et auquel il faut faire très attention. Il faut être aussi capable à travers les outils d'assurer qu'on va avoir la conformité qui va être prise en considération et puis il faut aussi assurer que les outils vont continuer de délivrer cette proposition de valeur autour de la conformité dans le temps. Donc ça, c'est très important. Puis le dernier point qui sont toutes les intégrations. Il faut aussi faire en sorte que les intégrations soient maîtrisées, soient fluides. Et puis, il y a l'évolutivité qui est un point très important. Nos outils évoluent, l'écosystème évolue, les enjeux de tous les clients évoluent dans le temps. Et puis, les gens veulent se lier avec des outils qui vont leur permettre de continuer à déployer de nouveaux plans stratégiques au départ. Et donc, il faut réussir à comprendre les directions des entreprises avec qui on travaille pour pouvoir faire une feuille de route qui soit pour nous unique, mais qui va réussir à s'adapter à chacun de nos clients pour qu'ils puissent continuer de se développer. Donc, je rappelle qu'on intervient sur un point qui est crucial, qui est le développement du chiffre d'affaires. Parcours de souscription, c'est les parcours qui permettent de faire des mises en relation, que ce soit à travers des courtiers, que ce soit en direct, de faire des devis, des souscriptions, développer du chiffre d'affaires. Donc il faut quand même que la stack technique soit capable d'accompagner le déploiement des stratégies futures de développement du chiffre d'affaires de toutes les boîtes avec qui on travaille. Et donc en fait, c'est tous ces points-là par lesquels on passe et qu'on dresse et on fait un bilan complet sur tous ces points qu'on présente. Et c'est comme ça qu'on accompagne finalement les gens, les entreprises avec qui on travaille. Donc effectivement, vous avez commencé à parler un petit peu tout à l'heure donc, de votre collaboration entre la SMCI et la MCCI et Kairos. Emna, peut-être est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur un cas d'usage concret sur lequel vous avez travaillé et peut-être nous parler un petit peu de l'impact concret que ça a pu avoir sur votre business? Alors, comme vous le savez tous, notre secteur d'activité assurantielle est en permanence mutation et ça peut être des choses liées à la réglementation, ça peut être lié aussi aux habitudes de consommation et il est de notre devoir en tant qu'assureur mutualiste de pouvoir suivre le mouvement et de s'adapter aussi pour nos adhérents. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact non seulement sur nous, mais aussi sur tout le marché. Et donc, dans cette stratégie de mutation et d'adaptation à la distribution, à la nouvelle distribution, notre objectif était simple, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie de développement digital qui va permettre à nos stocks existants, à savoir nos courtiers et notre canal direct, de pouvoir mettre en place nos produits sur le marché de façon rapide, mais aussi de permettre à nos distributeurs de pouvoir le faire d'une manière très très fluide, très très simple. Et donc, nous avons décidé d'adopter la solution Kairos qui a su remplir ces conditions, à savoir dans un premier temps s'intégrer à 100% avec nos outils existants. Donc ça a été un soulagement puisque ça s'est passé très bien, ça a été rapide et en termes d'investissement pour nous, ça a été réduit. Dans un second temps, ça a permis de centraliser les échanges entre eux et les interactions entre notre réseau de distribution, à savoir nos courtiers et aussi nos prospects futurs adhérents.
Ensuite, cette automatisation de l'étape devis, souscription, qui a permis de fluidifier tout le parcours, en tout cas ce qui est important pour l'entrée en relation, puisque ça marque un adhérent, cette première entrée en relation. Et puis ensuite, je dirais, ça c'est la cerise sur le gâteau, pouvoir fluidifier les échanges entre nos partenaires distributeurs, donc la partie commerciale, et la gestion. Et les impacts se sont ressentis dans un premier temps sur nos adhérents simplement, puisque nous avons eu des retours très très positifs, puisqu'il faut savoir que cette partie a rajouté de la réactivité. Et donc nous, de toute manière, d'après notre enquête en 2022, on a constaté que 98% de nos adhérents étaient très satisfaits de nos services et 93% parmi eux étaient prêts à nous recommander. Ça, c'est une enquête qui était générale sur tous les aspects de la relation qu'on peut avoir avec eux. Mais je pense que pour la prochaine enquête, humblement, on va pouvoir se rapprocher des chiffres qui visent un peu l'excellence. Et donc ce retour positif qui s'est répercuté sur nos adhérents a aussi été de la même manière ressenti auprès de nos souscripteurs, de nos courtiers, puisque cet outil, cette technologie qui est très rapide, très agile, qui fait très bien le travail, donc assez complète, mais aussi qui soit simple pour eux, leur a permis de libérer du temps et de se consacrer sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée pour eux, tout en étant sûr d'être conforme à la réglementation. Et ces deux facteurs combinés ont fait en sorte de booster la performance commerciale, et donc ce que disait Caïs, d'avoir un impact direct sur la croissance du chiffre d'affaires. Merci. Caïs, peut-être quelques mots sur les problématiques en fait, auxquelles vous avez pu répondre et comment vous les avez solutionnées avec Kairos, et peut-être nous en dire un petit peu plus aussi sur le déroulé et l'intégration du produit, comment ça s'est déroulé. Oui, alors nous on a un objectif qui est très simple, nous on veut libérer les équipes métiers des contraintes techniques. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est permettre aux équipes produits, permettre aux équipes qui gèrent la partie développement commercial de pouvoir faire rentrer des produits, paramétrer des parcours sans code et pouvoir générer du chiffre d'affaires sans passer par des projets compliqués. Ça, c'est notre objectif. Bon, bien sûr, il y a des étapes pour y arriver, il y a des complexités en fonction des environnements. Donc on arrive quand même avec un socle à 70-75% qui est prêt, et puis on essaie de faire 20-25% de spécifique, parce que bien sûr, vous travaillez avec un assureur, avec une mutuelle, si vous ne faites pas de spécifique, vous changez de secteur. Donc on fait quand même du spécifique pour s'adapter aux contraintes. Et puis ce spécifique ne doit pas dépasser les 20-25%. Alors effectivement, c'était pour traiter le cas de la MCCI, c'était la même chose. Donc on arrive avec un socle technique qui est 75% prêt, puis on a 25% d'intégration. Aujourd'hui, ce que ceci permet, donc ces intégrations-là qui ont été faites, qui sont là, donc ceci permet aujourd'hui de lancer de nouveaux produits sans forcément passer par du code, lancer un nouveau parcours, mettre un nouveau produit sur le marché, tout est intégré, tout est déjà paramétré, donc il n'y a plus qu'à faire des décisions stratégiques pour lancer un nouveau produit et aller faire du chiffre d'affaires. Donc l'intégration d'un point de vue technique-technologique n'était finalement pas si compliqué que ça, et puis parce que c'était maîtrisé. Une fois qu'on a vraiment maîtrisé les risques et l'aspect, dresser cette matrice au début des contraintes, et qu'on l'a maîtrisée, qu'on l'a comprise, et puis qu'ensuite on déroule un plan, eh bien, dans des environnements tels que l'environnement de la MCCI, c'était quelque chose d'assez maîtrisé et contrôlé, le fait de s'intégrer dans leur écosystème et d'onboarder leurs produits pour de la distribution. Emna, donc vous avez donc fait le choix du bail en intégrant donc une solution SaaS. Quelles sont aujourd'hui vos attentes en termes d'accompagnement et d'évolution de la solution ? Oui, je vais faire un rappel. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre engagement envers nos adhérents et de la phase de la transformation avec la manière dont on distribue nos produits. Ces deux aspects impliquent que nos besoins fonctionnels et technologiques doivent évoluer constamment, puisque nous devons nous adapter constamment et adapter notre approche.
Nous devons donc anticiper et réfléchir aux meilleurs aspects technologiques pour pouvoir permettre de continuer cette conquête et cette ouverture sur de nouveaux marchés à travers la mise à jour de nos produits et aussi la mise en place de nouveaux produits sur le marché. Ce qui est important pour nous, c'est que notre partenaire soit en phase avec cette vision stratégique et se projette sur le long terme en ayant les mêmes idées que nous. Et puis ensuite, en résumé, nos priorités vont être l'efficacité de la distribution, puisque nous avons besoin que la solution soit efficace aujourd'hui, mais aussi efficace demain, puisque, pour rappel, quand la RIA a eu lieu, tous les assureurs attendaient, pour ceux en tout cas qui avaient une solution SaaS, ou même ceux qui voulaient la développer en interne, attendaient cette mise à jour, hein, de pouvoir rajouter cette option dans ces outils. Donc on a besoin d'avoir cette vision, et puis aussi cette flexibilité dans la gestion des opérations, puisque c'est important, nous qui distribuons essentiellement à travers du courtage, donc c'est un réseau qui a besoin d'agilité, qui a besoin de souplesse, qui a besoin de rapidité, et donc c'est des choses qu'il faut garder en l'esprit. Et pour finir, je dirais qu'une de nos attentes aussi, c'est le maintien de la compétitivité, puisque par rapport à nos engagements et à notre stratégie, il est important pour nous de pouvoir rester dans le marché dans un premier temps, et donc d'être agile dans notre distribution, mais dans un second temps aussi de pouvoir adapter ce qu'on a comme produit, mais je dirais simplement, ne serait-ce que tous les ans, pouvoir mettre à jour nos tarifs, changer nos plaquettes, les implémenter, rajouter des garanties, et donc ça, c'est, je dirais, de la mise à jour qui est quand même assez importante. On entend effectivement, oui, donc il y a un vrai besoin de flexibilité et d'autonomie, hein, des équipes. Caïs, comment du coup votre solution répond donc à ces deux besoins qui sont recherchés notamment par les équipes de la MCCI? Alors nous, notre travail, c'est uniquement de faire en sorte que ce pourquoi on nous a acheté au départ, de continuer à répondre autour de ces fonctionnalités-là et dans le monde de la distribution. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ensemble, et puis Emna l'a bien mentionné, on prend une solution, on la développe pas en interne parce qu'on se dit que c'est une question très importante, hein, de se dire tiens, on va acheter une solution qu'on va intégrer et on va vraiment compter sur cette entreprise-là ou sur ces gens-là pour qu'ils fassent en sorte de nous délivrer toujours les fonctionnalités qui vont nous permettre de distribuer plus, de déployer notre stratégie. C'est une question qui est vraiment très complexe. Et donc, en fait, nous, on est en contact continu avec chacun de nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que nous observons différentes stratégies de distribution sur le marché, puisqu'on travaille avec beaucoup de clients. Et donc, on va savoir, eh bien, voici la MCCI se concentre à cette stratégie de distribution. Nous devons faire en sorte de déployer les fonctionnalités pour lui permettre d'avancer dans sa stratégie. D'autres clients ont d'autres stratégies de distribution. Et finalement, en fait, c'est le cumul de tout ce benchmark qui permet de définir, notre feuille de route qui va venir répondre aux problématiques. Et donc, on a eu un exemple très concret récemment qui est eh bien, un client qui a pris notre solution, qui n'était pas du tout censé ouvrir un canal de distribution, et puisque la solution lui a permis, donc ça faisait des années qu'il refusait tous les partenariats qui venaient dans ce sens, et puisque, en fait, maintenant il dispose de cet outil et que prendre ces partenariats devient beaucoup plus simple, eh bien, ça ouvre des possibilités. Ça ouvre des possibilités. Et donc, on est là, effectivement, pour permettre de déployer les stratégies existantes, mais aussi être force de proposition pour déployer d'autres sources d'acquisition. Et c'est ça aussi le choix du buy. C'est, comme le disait Emna au début, c'est un choix d'outils, mais aussi d'expertise et de benchmark marché. C'est un accès en un coup à plein de choses. Et peut-être alors du coup pour conclure, qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui que Kairos en tout cas intéresse les acteurs de l'assurance dans ce processus justement, voilà, qui permet d'accélérer les processus de souscription. Qu'est-ce qui fait, voilà, aujourd'hui que les acteurs de l'assurance privilégient le buy au make? Alors, je vais vous répondre d'une manière très simple, qui est d'abord l'innovation en vous donnant des exemples.
Le premier exemple, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites... les besoins des gens changent. Vous êtes sur Instagram, on est tous sur les réseaux sociaux, et puis sachez que entre 50 et 70% des gens découvrent pour la première fois des produits sur Insta, sur Facebook, sur Internet, avant de les acheter. D'accord ? Et donc aujourd'hui, vous pouvez être sur Instagram, vous avez des besoins, vous cherchez un sujet, vous écoutez en fait, vous suivez un influenceur qui vous parle des problèmes de dos, du bien-être, du bien manger, etc. Et puis à un moment, vous vous intéressez à un produit et puis ensuite vous allez l'acheter. D'accord ? Aujourd'hui, pour le faire, eh bien, on a des parcours web que tous les assureurs ont, toutes les mutuelles ont pour faire des devis, des souscriptions, des signatures électroniques. Mais aujourd'hui, par exemple, nous, on fait de la distribution dans les réseaux sociaux. Vous avez votre devis, votre tarif dans Instagram. Au moment où vous vous posez des questions sur le sujet pour lequel vous venez d'écouter la story de votre influenceur préféré, et vous pouvez obtenir votre tarif, faire une souscription dans le réseau social. Alors, ça, c'est des choses, quand on parle de ce genre de technologie chez les assureurs, bah, ça intéresse forcément, ce n'est pas leur métier, c'est du marketing digital et c'est de nouvelles habitudes de consommation. Nous, on est en veille continue là-dessus, donc on apporte ce type d'innovation et de technologie pour faire en sorte d'élargir le champ d'action et de distribution des assureurs. Donc ça, c'est un point d'innovation. Et puis ensuite, ce qui fait que on arrive à travailler avec des assureurs, c'est les aider à maîtriser ce qui leur fait peur, les risques, les coûts, les impacts sur leurs autres outils, les intégrations, un accompagnement et une formation pour leurs équipes en interne et accompagner aussi au change. Hein. Chaque fois qu'on déploie, on va accompagner vraiment les équipes qui vont utiliser nos systèmes sur le terrain pour faire en sorte d'assurer une bonne transition et une bonne prise en main des outils. Donc tout ça, c'est des choses qui, sont qui nous permettent en tout cas de pousser des propositions de valeur et de les défendre et de faire en sorte de concrètement faire avancer, permettre du développement commercial et l'ouverture de nouveaux canaux de distribution pour les assureurs mutuels et courtiers. Voilà. Un grand merci à tous les deux pour ces échanges très intéressants qui nous ont éclairés vraiment sur le choix du make ou du buy. Il nous reste quelques petites minutes, donc si il y a des questions, on peut en poser quelques-unes. Bonjour. En reprenant la thématique du salon avec l'écologie et l'IA, comment vous voyez l'intégration à long terme quand on fait justement du bail et qu'on ne reprend pas la compétence en interne? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, sur le temps long, ça peut devenir un risque de perte de compétences sur un domaine comme l'IA qui avance très vite? Ou est-ce qu'on arrive à le réintégrer, comme j'ai peut-être pu le croire avec le mot change à un moment qui a été dit par Kairos? Et puis, plus généralement, sur le côté écologique, comment voir l'intégration avec les solutions que vous déléguez dans le bail sur les impacts que ça peut avoir sur la baisse de consommation, ce genre de choses, enfin tout l'impact écologique. Comment pouvoir maîtriser ces deux aspects de l'écologie et de l'IA quand on délègue ça à un prestataire extérieur? Est-ce qu'il va intégrer ou pas en fin de parcours? Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, je veux bien... Alors sur l'aspect écologie, je ne sais pas. Alors sur l'autre aspect par contre, de perdre la compétence, l'aspect écologie on peut en parler, je pense que je n'ai pas bien compris la question sur l'aspect écologie, mais en tout cas sur l'autre aspect IA. Là on disait que pour l'IA, les processus et l'intégration de l'IA sur les sujets clés, cœur de métier, je pense que sur le long terme doivent être internalisés dans les structures qui souhaitent implémenter ou en tout cas travailler avec ce type de technologie. Les processus cœur métier. Les processus cœur métier chez des assureurs, les mutuelles, les courtiers sont quand même le fait d'assurer les gens, de faire en sorte de proposer des produits d'assurance qui soient au plus proche des besoins des adhérents et leur offrir des services qui font en sorte que les assurés puissent explorer le monde en étant couverts. C'est ça le premier job, si j'ai bien compris. Et puis, tout ce qu'il y a autour de ces services-là, tous les autres services autour de ça qui permettent
de distribuer plus rapidement, de gérer plus facilement, tous les services connexes. Là, je pense que les assureurs peuvent avoir une couche intermédiaire de personnes qui savent discuter et communiquer et gérer l'interface métier, fonctionnelle et technologique avec les gens qui apportent ces propositions de valeur pour pouvoir ensemble faire un écosystème qui permet d'être flexible et performant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Alors, je reformule ce que j'ai compris. Kairos ou des entreprises de ce genre délivrent un service à leurs clients. Sur la partie pure métier, la partie qui a été achetée se doit dans le futur, si possible, d'être réintégrée par le client parce que c'est son cœur de métier. Par contre, les applications annexes qui sont un peu en interface avec d'autres environnements qui sont moins la cible du client initial, restent du giron du prestataire ou d'un autre, mais qui conserve la compétence d'être toujours flexible et à l'écoute de l'environnement pour faire l'interface entre le client et cet environnement qui, et là je rebondis sur ma question de tout à l'heure, peut être l'IA ou l'écologie. D'un côté c'est une technologie, de l'autre côté c'est juste des contraintes environnementales de la Terre, mais qu'il faut prendre en compte dans les processus pour développer les choses d'une manière ou d'une autre, et cette compétence qui est offerte au client et qui lui est restituée si c'est son cœur de métier principal. Là, à savoir l'assurance, avec un outil dans l'assurance qui lui permet d'assurer au client une continuité de service. Est-ce que j'ai répondu à votre question à vous? Alors, ce que vous avez repris, c'est très clair. Du coup, c'est beaucoup plus clair. Et je pense que je pense que en fait, vous avez bien repris ce que j'ai dit. Je pense que je ne sais pas s'il y a une question du coup. Bon, on va dire que la question s'est auto-résolue à nous deux. Ça. C'est ça. On a tous les deux répondu. Super. Parfait. Merci beaucoup. Le temps est écoulé, mais merci pour votre écoute. Merci.